La dernière fois que vous êtes sorti de chez vous, peut-être êtes-vous tombé devant la danse lascive d'un mannequin qui essayait de vous faire envier ses sous-vêtements? Peut-être vous a-t-on suggéré d'arrêter de polluer les rivières avec du plastique? Ou plutôt d'y contribuer en achetant cette bouteille d'eau citronnée? Peut-être encore avez-vous découvert un site web pour faciliter vos relations extra-conjugales? Bref, tout au long du chemin, votre cerveau recevait des messages. L'étoile, c'est vous. Des messages qui vous vendent une vie plus belle. L'avenir appartient à tous. Et où la solution consiste principalement à consommer plus. En moyenne, vous seriez exposé à environ 3000 pubs par jour. Et cela a pris une nouvelle ampleur début 2017 avec l'arrivée des écrans digitaux dans les jolies rues de notre capitale. Mais vous a-t-on demandé votre avis pour occuper de la sorte votre cerveau? Pour les générations qui sont nées dans les 10, 20, 30 dernières années, eh bien, effectivement, la publicité fait partie du décor. On ne se pose même plus la question de savoir si c'est pertinent ou pas. Nous avons donc posé la question à quelques passants. Que pensez-vous de la publicité dans l'espace public? Ça fait tellement longtemps maintenant qu'on est habitué à voir ce genre de pub que je ne sais même pas si les gens font encore attention. On a souvent tendance à passer à côté sans plus trop y faire attention. Parfois, ça gâche le paysage. Je trouve qu'il y en a trop. Parfois, elles sont très osées. Donc, elles sont moins ciblées forcément puisqu'elles sont sur l'espace public. Donc, même les enfants peuvent les voir. La publicité, je la trouve très bien et je trouve parfois les images amusantes. Ça donne un peu de couleur, ça distrait. It's so ever present that nobody ever really sees anything. I think it doesn't change the opinion. On le voit plus. Vraiment, pour moi, c'est transparent, c'est comme si ça n'existait plus. Pourtant, selon les spécialistes, même si vous pensez ne pas la voir, vous n'y échappez pas. Le simple fait d'avoir balayé nos yeux sur ces publicités vont faire que cette information va être stockée quelque part dans notre esprit. Alors c'est de la publicité qui va être plutôt stockée en mémoire implicite, parce que si aujourd'hui je vous demande quelles sont les différentes publicités auxquelles vous avez été exposé, je pense que vous aurez bien difficile à me dire exactement quelle publicité vous avez vue. Ils vont essayer de capter l'attention avec des éléments en général autres que des arguments sur le produit, tels que des couleurs attrayantes, tels qu'une image attrayante, un personnage célèbre, voire même plus, puisque maintenant on va jusqu'à diffuser des odeurs par rapport à des affiches dans l'espace public pour faire en sorte que le message soit perçu d'une manière ou d'une autre. La pub agit donc au niveau de vos émotions, ce qui va générer malgré vous un état affectif vis-à-vis de la marque. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement conscience qu'on a éprouvé une émotion ou une réaction positive par rapport à ce produit. Les techniques publicitaires sont basées sur de la manipulation cognitive qu'on ne peut pas tout à fait déconstruire au quotidien. Et donc, il y a toujours un moment où la publicité nous dépasse. Dans l'espace public, cette manipulation de votre cerveau est d'autant plus pernicieuse que la publicité nous est imposée, contrairement à la publicité dans les médias. Il y a des publicités qui sont consenties, ça veut dire j'achète un journal, il est partiellement financé par la publicité, c'est un acte libre et réfléchi. À côté de ça, il y a la pub qui n'est pas librement consentie, qui nous est imposée. Les écrans vidéo qui apparaissent dans les stations de métro et dans la ville, c'est impossible d'y échapper. La lumière, les flashs captent le regard. Du coup, on est en droit de se demander si la publicité a vraiment sa place dans l'espace public. Alors, l'espace public, c'est cet espace à l'usage prétendu de tous, qui en fait est accaparé par les multinationales et par le secteur privé. Et donc, on ne peut s'exprimer dans cet espace public que si on a de l'argent, sur ces panneaux d'affichage, sur ces écrans. Et donc, en fait, notre parole, la parole du passant, la parole de la personne qui attend le bus, n'existe pas. Il n'y a que cette parole marchande qui s'accapare tout l'espace. Il s'agit de l'achat
d'un espace public donc, qui appartient à tous et qui est vraiment censé être le lieu de rencontre, le lieu peut-être neutre par excellence, ou en tout cas libre par excellence, et que là, moyennant finance, en fait, on a le droit de faire passer un message unilatéral, qui est souvent porteur de valeurs, quoi qu'on en dise, qui induit des comportements, sans que les citoyens qui reçoivent ce message n'aient la possibilité d'y répondre. Concrètement, les annonceurs achètent de l'espace publicitaire aux sociétés d'affichage Clear Channel ou JCDecaux. C'est elles qui gèrent le mobilier urbain dans les différentes communes. La pub sert donc à financer un service. Les deux multinationales insistent bien, leur métier, c'est du service aux citoyens. À travers environ 17 000 panneaux en Belgique pour Clear Channel et 30 000 pour JCDecaux. Depuis peu, ce service est généreusement soutenu par les nouveaux écrans LED. Ils existaient déjà dans les gares et stations de métro. Les voici dans la rue. Voyons ce qu'implique cette nouvelle arme de publicité de masse. Et les technologies de demain, avec les données qui sont à notre disposition, nous permettront de cibler de façon extrêmement encore plus précise les populations que nous souhaitons toucher au travers de différents messages, et voire de le cibler pratiquement en temps réel avec l'avènement du digital. Si ici on s'oriente vers des techniques marketing plus pointues, ailleurs, on a fait le choix de se passer d'une bonne partie des revenus publicitaires. Titre de transport, s'il vous plaît. C'est le cas de la ville de Grenoble, dans les Alpes, où nous sommes allés faire un tour. Je ne crois pas qu'on ait besoin de mettre des écrans partout dans l'espace public pour venir surajouter au smartphone que maintenant l'essentiel des habitants ont sur eux en permanence. Donc ce que nous cherchons à faire, c'est sortir de cette logique de surexcitation de la consommation. En plus des valeurs principalement consuméristes, la publicité véhicule une certaine vision de la société. La publicité, c'est de la normalisation. Les codes que la société doit suivre sont ces normes imposées par la publicité, ces normes bourgeoises. Parce que très souvent, ce qui ressort dans la publicité, c'est le mode de vie de la classe aisée. Les gens ne peuvent pas suivre d'un point de vue économique, ne peuvent pas suivre de par les valeurs véhiculées, c'est-à-dire qu'on a toujours des femmes hyper photoshopées, des hommes musclés, et donc la publicité va dans ce sens-là en verrouillant une esthétique. Il y a dans la publicité des thèmes qui sont sexistes, des utilisations de la femme qui sont très limites, aussi souvent l'utilisation de valeurs un peu occidentales, de richesse, de bien-être, mais de bien-être dans le sens bien-être financier. Il y a beaucoup de choses. Et dans l'espace public, pas de filtrage. Enfants comme adultes sont exposés à ces messages. Mais n'est-ce pas au pouvoir public de garantir la protection de sa population contre ce genre de contenu ? Oui, il y a sans doute des choses qui doivent être vérifiées, mais cela, je pense qu'il y a une autorégulation qui se fait par le marché. Mais à côté de ça, il y a des lois, tout simplement. Vous ne pouvez pas faire de pub raciste, vous ne pouvez pas faire de pub sexiste. Il y en a beaucoup. Il y a un vrai débat à avoir sur les pubs sexistes. Moi, je pense que ça, c'est un vrai gros débat à avoir, dans lequel la publicité n'a pas encore fini, sans doute, d'être interrogée. Et comment ça se passe précisément au niveau du contrôle ? En principe, c'est nous-mêmes qui faisons le contrôle. On a le jury d'éthique publicitaire au-delà sur lequel on peut se baser. Mais même si le jury d'éthique publicitaire donne son accord, si on pense que ça peut choquer, on va demander l'accord de la ville, des pouvoirs publics. Un avis a-t-il été demandé pour cette pub ? Ou celle-ci ? Qui ont fait l'objet de plaintes auprès du jury d'éthique publicitaire ? Du côté de JCDecaux, le discours diverge. On ne va pas se permettre de porter un jugement sur un contenu. Ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle du législateur, c'est le rôle des citoyens d'interpeller un annonceur qui ferait une campagne déplacée. Bon, mettez-vous d'accord, qui fait quoi dans cette histoire ? Et qu'en est-il quand une publicité douteuse se retrouve quand même dans nos rues ? Il n'y a pas de sanction dans le contrat, mais vous imaginez bien que celui qui est notre partenaire dans l'afficheur ne va pas aller se mettre à mal son client, qui est aussi la ville de Bruxelles ou l'autre commune qui a concédé. Il y a un dialogue permanent qui existe avec ces sociétés.
Le système est le pire qui puisse exister, c'est l'autorégulation. Donc c'est le jury d'éthique publicitaire auprès de qui on peut introduire une plainte en tant que citoyen si on trouve qu'une publicité contrevient à certaines règles. Et en fait, à ce moment-là, le jury d'éthique publicitaire va rendre sa sentence. Dans le pire des cas, ce sera rien du tout. Dans le meilleur des cas, ils vont convenir que la pub est déplacée. Mais le temps que tout ça se passe, en général, la campagne est terminée et le mal est fait, donc. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent manifester leur mécontentement de façon plus radicale. En détournant les publicités. Certains artistes en ont d'ailleurs fait leur spécialité. Par ailleurs, la condamnation d'une campagne va parfois avoir l'effet inverse d'accroître la visibilité de la marque. Une marque qui fait l'objet d'une campagne négative sur des réseaux sociaux, par rapport à une publicité, par exemple, et qui doit retirer sa publicité, elle fait parler d'elle quand même. Elle fait quand même parler d'elle, donc tout le monde n'a pas en tête qu'elle a fait parler d'elle parce qu'elle avait une campagne qui était dénigrante. Donc c'est un jeu dangereux, mais il y a des consommateurs qui se souviendront de la marque, mais qui ne se souviendront pas pourquoi. Et donc ça fait quand même une publicité pour la marque. C'était le cas en septembre, avec le tollé qu'a suscité la pub Rich Meet Beautiful dans les rues de Bruxelles. Plus que la pub elle-même, le scandale dans les médias et réseaux sociaux a contribué à faire connaître ce site de rencontre entre étudiantes et hommes fortunés. Malgré ces controverses, les citoyens seraient généralement favorables à la publicité en ville, selon les afficheurs. Nous avons commandé avec la société Deco une étude auprès d'un institut indépendant sur la manière dont la population percevait la publicité extérieure. Et l'étude est assez révélatrice. Le citoyen aime bien la publicité extérieure. Plus de 80% des gens que l'on interroge trouvent que c'est un média sympathique et intéressant, interpellant et qui leur rend un service. Vous avez un nouveau film qui sort, vous ne savez pas bien quand il va sortir, et puis hop, vous voyez l'affiche, vous savez que c'est cette semaine qu'il faut y aller. C'est déjà une étude qui est évidemment commanditée ou téléguidée par des gens qui ont un intérêt commercial. En général, elles sont peu valables. Moi, j'entends rarement que les gens sont ravis d'avoir une pub devant chez eux. C'est d'ailleurs plutôt considéré comme une nuisance. Je crois que c'est un peu n'importe quoi. Je veux dire, ça n'apporte rien de positif aux gens d'avoir de la publicité dans la rue. En France, en tout cas, on brandit d'autres styles de chiffres. Une vaste majorité de Français, la dernière étude qui date de 2013, montrait que c'était plus des 3/4 des Français qui trouvaient que la publicité était agressive et intrusive. À Grenoble, le retrait de 326 supports publicitaires ne semble pas avoir rencontré une forte opposition. Alors c'est une des mesures que nous avons prises qui a eu le plus fort assentiment de la part des citoyens. C'est-à-dire que sur le fond, quelles que soient les étiquettes politiques, que l'on soit une personne âgée qui amène ses petits-enfants et qui est passée devant les panneaux publicitaires qui sont quand même pour l'essentiel des voitures, de l'alcool et différentes formes de lingerie féminine ou en tout cas d'usage du corps féminin pour vendre un peu tout et n'importe quoi, il y a une adhésion massive au retrait de la publicité. La ville de Bruxelles a pris une autre direction avec l'apparition des écrans digitaux. Leur installation début 2017 a déclenché quelques polémiques en termes de sécurité routière ou de permis d'urbanisme. Si on leur dit votre panneau il n'est pas conforme, ils vont utiliser toutes les ficelles juridiques pour dire ah ben non, nous on n'est pas d'accord, notre avocat nous dit qu'on peut, donc on va faire un recours. Donc en attendant, le panneau qui ne peut pas être là reste là, parce que il y a un recours. Donc il y a quand même beaucoup d'hypocrisie aussi. Mais c'est vrai que ça pose question de dire que tout d'un coup, une société privée déploie des nouveaux panneaux numériques avec toute une série de problèmes. L'accord conclu entre la ville de Bruxelles et Claire Chanel prévoit un pourcentage du temps d'affichage pour les communications culturelles ou d'intérêt général de la ville. Deux choses sont prévues. On a 15 à 20%, je ne connais plus le chiffre exact, qui est consacré à de l'affichage culturel, sportif. Et à côté de ça, c'est aussi un autre contrat qui fait qu'en quelques minutes, on peut prendre la main sur l'ensemble des panneaux si on doit passer un message d'information générale, de sécurité par exemple. On pourrait le diffuser immédiatement sur l'ensemble du réseau d'affichage de la ville, qui est plus de 100 panneaux digitaux.
On peut saluer cette évolution vers moins de contenus commerciaux et davantage de messages utiles aux citoyens. Mais dans les faits, n'est-ce pas juste une façon de faire passer la pilule ? Les sociétés d'affichage, contrairement à ce qu'on peut penser, vont y trouver leur intérêt parce que ça leur permettra de dire à la population qui est parfois allergique aux messages publicitaires, de dire écoutez, nous aussi on a notre mission de service public. Attendez, là où on peut aider la ville, on peut faire passer des messages. La question, c'est de savoir si faire passer des messages culturels ou citoyens ou d'intérêt général dans l'espace public doit passer par un espace qu'on a d'abord concédé à un opérateur privé. Selon la députée écolo, les contenus d'intérêt général serviraient d'appât pour capter l'attention du passant. Quand il y a eu les premiers écrans qui sont apparus dans les stations de métro, les écrans animés, qu'est-ce qu'on a ? On a la météo souvent. Mais pourquoi pas pour rendre service aux gens et pour leur donner la météo. Simplement, vous, ça vous intéresse de voir le temps qu'il fait pendant la journée, donc vous regardez l'écran et puis vient la pub quand vous êtes vraiment bien attentif. Et donc là, je pense que ça ne va pas si l'information intéressante sert d'appât. Ça se confond évidemment dans une pub pour du shampoing ou pour un produit de beauté ou pour de l'alimentaire, c'est vrai, mais c'est une visibilité extrême qu'on n'aurait pas sans doute dans les réseaux d'affichage classiques communaux. Mais c'est surtout une bonne nouvelle pour les annonceurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus une offre digitale qui offre beaucoup de plus de possibilités de donner un message à un moment précis, à des gens précis. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait faire une campagne où on change le message en fonction de l'heure ou de l'endroit où on se trouve, parce qu'on sait qu'il y a plus de tel type de population ou plus de telle autre population qui va se retrouver à cet endroit-là, à ce moment-là. Ce qui est super avec le digital, c'est le mot souplesse. Donc, il y a une souplesse de diffusion qui est extraordinaire. Donc, à Bruxelles-Ville, je reviens toujours à Bruxelles-Ville, nous avons 100 écrans. 100 écrans, c'est 100 adresses différentes qui nous permettent d'envoyer 100 messages différents toute la journée. Et on peut changer le message toutes les minutes si l'on veut. Donc, vous allez pouvoir beaucoup plus adapter le message à la population qui est présente. Donc, c'est le lien à la fois de nouvelles technologies qui permettent de mieux comprendre qui se trouve dans la rue et à quel moment, d'un côté, et puis de l'autre côté, avec le digital, la capacité d'adapter le message de façon presque spontanée, j'allais dire, mais immédiate, à cette population qui se trouve devant l'écran. Donc, on va pouvoir plus moduler les différents besoins de communication des annonceurs, donc encore plus répondre à leurs demandes, encore être plus puissant. C'est déjà un média qui est extrêmement puissant. Si vous le vivez dans la ville, c'est quelque chose, quand une marque communique et communique bien, avec une bonne création impactante, vous ne pouvez pas manquer son message. Ce qu'il est donc en train de nous dire, c'est que la pub va encore mieux s'immiscer dans notre cerveau ? Et qui dit technique de ciblage pose la question de la vie privée. Particulièrement suite à la découverte de caméras dans 10 des 100 panneaux installés. Quand j'ai découvert vraiment fortuitement ces caméras qui étaient cachées dans des panneaux publicitaires, j'ai vu quand même les réactions, y compris dans la presse, dans les forums des citoyens, c'était plutôt une inquiétude. Mais on a un système en Belgique qui est très très bien fait en termes de protection de la vie privée, c'est la commission de la vie privée. Donc on l'a interrogé par rapport à cela pour lui demander, tiens, un publicitaire peut-il utiliser une caméra ? Et donc la commission de la vie privée a été très claire, elle dit que c'est possible, mais il faut d'abord le consentement de la personne, il faut qu'elle le marque, il faut qu'elle dise OK. Et où puis-je signer pour donner mon accord ? Il y a de grandes chances que cet avertissement il va être noyé dans plein d'autres informations qui va dire que ces caméras servent aussi à une meilleure sécurité. Donc là où ça va être problématique, c'est que le consommateur va devoir être averti mais qu'il ne va pas comprendre ce qui va se passer et il va devoir probablement dire s'il n'est pas d'accord. Et s'il ne dit rien, ça va être qu'il est d'accord parce que c'est comme ça que se passe. Toute l'utilisation de données de consommateurs, c'est éthiquement vraiment très problématique. Vous l'aurez compris, vie privée, pollution visuelle, valeurs véhiculées. Les détracteurs de la publicité en ville recourent à divers arguments. Mais comme souvent, c'est l'argent qui reste encore et toujours le nerf de la guerre. Je pense qu'il faut commencer par un rappel historique. Pourquoi il y a de la publicité en ville ? Parce qu'il y a un jour, un gars qui s'appelle Jean-Claude Decaux, dans les années 50, si ma mémoire est bonne, a eu cette idée, brillante ou pas, d'aller trouver les autorités d'une ville en disant « J'offre un service à vos citoyens, un abribus pour qu'ils ne souffrent plus de la pluie, qu'ils soient à l'abri du vent. Et en échange, je vais voir des annonceurs, des marques, et je vais mettre des affichages, je vais faire de l'affichage, et moi, je vais gagner de l'argent comme ça. » Monsieur le bourgmestre, vous êtes d'accord ? On fait comme ça ?
le deal est fait. Et donc petit à petit, vous avez eu ce qu'on appelle l'abribus s'est transformé en mobilier urbain. On a eu aussi ce qu'on appelle dans le jargon les sucettes. Vous savez, ce sont ces supports autonomes qui n'ont rien à voir avec les abribus, mais vous avez une pub d'un côté, le plan de la ville de l'autre, parce qu'une fois encore, c'est dans le chef de JC Decaux de rendre service aux citoyens. C'est également le cas des vélos partagés, par exemple. Concrètement, en échange des revenus publicitaires, l'afficheur gère l'entretien de tous ces services et paye une redevance à la ville ou commune qui lui a cédé le contrat de gestion. Alors pour bien situer où est le débat, les recettes publicitaires et les taxes qui sont générées par les recettes publicitaires uniquement sur le territoire de la ville de Bruxelles, c'est environ 3 700 000 € par an. Donc c'est évidemment une recette colossale qui rentre dans les caisses qui nous permettent de financer nos politiques publiques, comme la construction de crèches, d'écoles, de logements. Et donc, c'est une partie non négligeable de ce qui permet de boucler le budget de la commune. En réalité, pour 2016, la redevance payée par Clear Channel à la ville de Bruxelles était d'1 700 000 €. Mais que représente-t-il sur le total des recettes de la commune, qui était de 800 millions d'euros cette année-là? Serait-il possible pour la commune de se passer de cette recette et financer elle-même le mobilier urbain? C'est l'illusion dans laquelle on baigne au quotidien que ça marche mieux, c'est plus efficace avec le privé. Ça pourrait très bien fonctionner uniquement publiquement avec nos impôts. Les services publics se sont rendus dépendants de rentrées publicitaires pour une série de services. Donc, je pense qu'il y a un choix budgétaire derrière ça aussi. Est-ce qu'on est prêt à brader le temps de cerveau de nos citoyens et l'espace public en échange de monnaie sonnante et trébuchante? Ou est-ce qu'on réfléchit vraiment à comment est-ce qu'on finance, comment est-ce qu'on entretient une série d'infrastructures? En général, c'est du mobilier urbain, c'est pas des choses énormes. Donc, on s'est rendu dépendant. Comment retrouver notre indépendance par rapport à ça? Grenoble a mené cette réflexion et fait le choix courageux de moins dépendre de la publicité. C'est un choix de la ville de Grenoble. Donc, de se priver d'une manne financière importante et de se priver d'un service qui lui est utile. Bon, moi, je serais à Grenoble, j'aurais pas fait ce choix politique. Mais c'est de l'argent en moins, des services en moins pour la ville, donc quelque part, c'est des impôts en plus à service équivalent. Je sais pas, moi voilà. Si on décide de faire une ville sans publicité, c'est tout à fait possible, mais les services qui sont payés par la publicité devront être payés par la communauté, mais c'est un choix de ville, que je respecte encore une fois. Dans la capitale des Alpes, c'est plutôt en taillant dans les dépenses des élus qu'ils ont compensé la perte des recettes publicitaires. À nous d'expliquer la taille de l'enjeu. Pour certains habitants, l'ordre de grandeur n'est pas forcément toujours clair. Ils disent tiens, c'est une recette en moins, sans mesurer la petitesse de cette recette par rapport à ce que nous avons gagné en mettant de la sobriété dans la vie publique et dans la vie des élus, qui compense sur des ratios beaucoup plus forts que ce que nous avons perdu. Un choix qui inspire d'autres villes, mais pas à Bruxelles apparemment. On a des solutions qui existent à la place de la publicité, la seule chose, est-ce qu'on les veut? Donc, à un moment donné, moi, je ne suis pas un anti-pub au point de penser que toute la publicité est négative. Je pense que c'est l'abus qui nuit. Nous devons, par contre, en permanence, réguler ce marché et l'empêcher de déborder. Parce que ça, c'est vrai, le publicitaire, il aura tendance, s'il pouvait mettre une bâche sur la grande place avec une publicité pour des savons, il le ferait. Donc, c'est notre rôle, à un moment donné, de réguler ça. Bref, le service public et les retombées économiques sont les arguments brandis par la ville et les afficheurs, premiers bénéficiaires des revenus de la pub. Mais en définitive, tout est question de choix politique, non? D'ailleurs, on a bien vu dans les années 80, quand le centre-ville était vraiment un chancre, il y avait des très grandes publicités qui masquaient des façades entières de maisons. Là, tout d'un coup, par un choix d'intérêt collectif, la ville a décidé de bannir les 20 mètres carrés sur façade qui masquaient des fenêtres, et ça a porté ses fruits. Donc, c'est vraiment une question de volonté politique. Ce qui est intéressant dans cette démarche, fondamentalement, c'est de dire que, collectivement, nous pouvons prendre des décisions qui changent notre quotidien, qui changent le regard que nous avons sur nos espaces de vie. Finalement, ça contribue à changer l'usage de l'espace public. Nous y travaillons aussi avec la végétalisation, la plantation d'arbres, l'agriculture urbaine, dont se saisissent les citoyens aussi. Donc tout ça contribue finalement à un espace public qui favorise la qualité de vie, qui favorise le commerce de proximité aussi, et qui redevient un espace de vie publique et pas juste un espace de passage et d'agression
va dire, publicitaire. Et entre la publicité omniprésente et son éradication pure et simple, il y a diverses possibilités intermédiaires, comme donner davantage de place aux communications culturelles ou d'intérêt général, ou en tout cas prendre davantage en considération l'avis du citoyen. Alors qu'il y a des trucs beaucoup plus sympas à mettre en avant, je pense. Voilà. Comme quoi? La nourriture, l'enseignement, la mobilité. Ouais. Oh, peut-être plus pour la planète, le milieu. On en parle beaucoup à la télévision, mais on ne fait pas grand-chose pour sensibiliser les gens. Pour la culture, par exemple, tout ce à quoi on peut avoir accès, c'est pas évident toujours de se renseigner pour dire tel musée est ouvert, telle expo en ce moment a lieu. Aussi des trucs politiques, pourquoi pas, d'inciter les gens à penser. Ça peut être un bon endroit parce que c'est un espace public. Donc finalement, l'espace public, ça doit être servi pour les publics, finalement. I think what we should have more are things like listen and things like go find a book, read, and things like go find your own opinion. Because I think everybody wants to tell you something these days and nobody listens. So thank you for listening. A bit like you're doing now is to ask people what they actually think about it and how much they notice it and how much it impacts their sort of daily life, just whether it bothers people, what they see, and whether they'd like to use the space and the resources for something different. Et vous, par quel genre de message aimeriez-vous alimenter votre temps de cerveau ?